Un ultimatum tombe à Kingston. 48 heures pour s'excuser ou affronter les conséquences. Dans un parlement électrique, les poings martèlent les pupitres, tandis que les rues fredonnent une autre musique. Rumeurs, chansons, téléphones, qui rediffusent la même tirade. Pourquoi cela vous regarde-t-il lorsque Ibrahim Traoré refuse l'agenouillement protocolaire et transforme une cérémonie polie en miroir cru, où la corruption n'est plus un mot mais un système? Car à l'instant où l'horloge démarre, la vérité cesse d'être un débat d'élite et devient une échéance collective. Ce n'était pas seulement un incident diplomatique, c'était un test moral à l'échelle planétaire. Ce que Ibrahim Traoré a dit à Kingston dépasse la simple offense. C'est un miroir brandi devant chaque dirigeant qui prétend servir le peuple tout en protégeant ses privilèges. Pendant que le Premier ministre jamaïcain exigeait des excuses en 48 heures, un autre compte à rebours s'enclenchait, celui d'une opinion publique qui n'accepte plus les mensonges d'État. L'enjeu était double: préserver la façade d'un pouvoir blessé ou reconnaître la vérité qui fissure la façade. Le bénéfice, pour ceux qui écoutent vraiment, tient en 10 mots. La transparence coûte moins cher que le silence prolongé. Dans le sillage du discours, les médias s'enflamment, les chancelleries tremblent, et les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille morale où s'affrontent fierté nationale et solidarité populaire. Cette fois, les excuses ne suffiraient non pas. Il s'agissait de savoir qui possède encore le droit de dire la vérité sans permission. La révélation survient dès les 2 premières phrases. Le discours d'Ibrahim Traoré à Kingston n'était pas improvisé. Il avait été préparé mot par mot, chiffres à l'appui, pour exposer un système entier de corruption enraciné depuis des décennies. Il cita 3 montants précis: des budgets de santé amputés de 27%, des contrats d'infrastructure surfacturés de 42% et près de 180 millions de dollars disparus dans des paradis fiscaux. En une seule intervention, il transforma un événement diplomatique anodin en séance publique de reddition de comptes. La salle, d'abord polie, bascula dans la stupeur. Des ministres se levèrent, d'autres baissèrent la tête. Certains journalistes, incrédules, vérifiaient les chiffres sur leurs tablettes, pendant que la diffusion en direct explosait sur les réseaux caribéens. En moins de 10 minutes, le discours atteignait des millions de vues. Le mot-clé « A truth has no apology » devint viral. Ce n'était plus un simple échange entre États, mais un moment de vérité planétaire. Les services diplomatiques jamaïcains, pris de court, rédigèrent dans la nuit un communiqué exigeant des excuses sous 48 heures. Dans les couloirs du pouvoir, on parlait déjà de « crise sans précédent ». Mais hors des bureaux climatisés, les réactions furent tout autres. Les jeunes des campus chantaient son nom. Les syndicats y voyaient une voix africaine défendant la dignité universelle. Dans les rues de Kingston, les pancartes affichaient « Apology? No. Accountability? Yes ». Ce mini-révélateur, un homme seul face à une assemblée furieuse, changea la grammaire de la diplomatie. La question n'était plus qui a tort, mais qui osera encore se taire. Et déjà, dans les capitales africaines, une onde de fierté parcourait les écrans. La voix d'un président qui refusait de plier. Au centre de cette tempête, Ibrahim Traoré n'était pas qu'un président. Il incarnait le témoin lucide d'un monde qui se répète. Son calme contrastait avec la colère qui grondait à Kingston. Les analystes parlaient d'un effet miroir, car ce qu'il dénonçait en Jamaïque résonnait aussi dans les rues de Ouagadougou, Dakar ou Accra. Les mots qu'il avait choisis, simples, tranchants, sans détour, semblaient venir d'un homme qui avait déjà vu ce que l'aveuglement coûte à une nation. Un jeune journaliste jamaïcain, témoin du discours, raconta plus tard « Ce n'était pas un affront, c'était une radiographie. Il a décrit nos mots mieux que nos propres élus. » Dans les heures qui suivirent, les vidéos circulèrent à une vitesse vertigineuse. Des milliers de commentaires saluaient dans sa franchise. D'autres appelaient à boycotter le gouvernement. À la radio, des chroniqueurs osèrent
pour la première fois aborder la question du détournement des fonds publics. À Ouagadougou, les écrans de café projetaient le discours en boucle. L'image d'un dirigeant africain refusant de s'excuser rappelait à beaucoup que la souveraineté ne se négocie pas, elle se défend. Cette posture inspira une génération qui voyait en lui non pas un provocateur, mais un symbole, celui du courage tranquille. Et c'est peut-être là que tout a commencé à se retourner. Quand un homme parle avec des faits, il n'a plus besoin de diplomatie, seulement d'écoute. La vérité, lorsqu'elle est dite sans peur, devient contagieuse. Tout s'enchaîna à la vitesse d'un orage tropical. Le matin du deuxième jour, la capitale jamaïcaine se réveilla sous un tumulte de klaxons, de mégaphones et de chants populaires. Les journaux titraient « L'ultimatum de Martin Luther expire ce soir ». Dans les rues de Kingston, des foules se rassemblaient devant le Parlement, brandissant des pancartes où l'on lisait « Truth is not disrespect ». Le gouvernement, lui, durcissait le ton. Menaces de sanctions, suspension des relations bilatérales, mise en alerte des forces de sécurité. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré restait silencieux. Ses conseillers diplomatiques suggéraient une réponse modérée, mais lui savait qu'un mot mal placé pourrait réduire son message à un incident protocolaire. Il choisit donc l'attente, une stratégie du calme. Les caméras internationales se braquèrent sur le Burkina Faso, cherchant à interpréter son silence. Sur les réseaux, des millions de commentaires affluaient. S'excuser pour avoir dit la vérité? Le soir venu, Andrew Holness, visage fermé, apparut à la télévision. Sa voix vibrait d'une colère contenue. Aucune nation ne peut tolérer qu'on insulte sa souveraineté. Il posa la dernière pierre de son ultimatum. Minuit, heure locale. Mais à peine avait-il quitté l'antenne que l'imprévisible se produisit. À 23h15, Ouagadougou annonça une conférence de presse exceptionnelle. Le monde entier retint son souffle. Devant un pupitre nu, sans drapeau ni protocole, Ibrahim Traoré parla lentement. La vérité ne plie pas sous la peur. Je n'ai insulté personne. J'ai parlé pour ceux qu'on n'écoute plus. Une phrase, puis une autre, et enfin cette ligne qui fit trembler les chancelleries. Je ne m'excuserai pas d'être du côté du peuple. En 6 minutes, tout bascula. Les chaînes caribéennes relayèrent l'allocution en direct. Les rues de Kingston explosèrent de cris, de chants, de slogans. La police débordée choisit de reculer. Les citoyens brandissaient désormais des drapeaux mêlant les couleurs du Burkina Faso et de la Jamaïque. Ce qui devait être une crise diplomatique devint un cri collectif. À Port of Spain, à Bridgetown, à Castries, les talk-shows du matin débattaient déjà d'un moment historique. Le mot Traoré se transformait en symbole de résistance. Et dans les capitales occidentales, les conseillers diplomatiques échangeaient des messages d'alerte. Un précédent vient d'être créé. Le point culminant n'était pas l'absence d'excuses, c'était la contagion du courage. Un dirigeant, en refusant de plier, venait d'ouvrir un chapitre nouveau de la diplomatie africaine, celui où la vérité parle à voix nue. Les chiffres, désormais, parlaient vite plus fort que les discours. Selon plusieurs observateurs indépendants, le discours d'Ibrahim Traoré avait déclenché une onde de mobilisation sans précédent. Plus de 120 000 Jamaïcains descendirent dans la rue en moins de 48 heures. C'est 3,7% de la population active, un taux de participation équivalent à celui des grandes grèves nationales françaises. Chaque chiffre, ici, racontait une bascule. Examinons d'abord la couverture médiatique. Dans les 24 heures suivant la conférence de presse de Ouagadougou, plus de 900 segments télévisés furent diffusés entre Kingston, Accra, Dakar et Paris. Les mots « Truth has no apology » furent mentionnés 14 600 fois sur les réseaux, atteignant 18 millions d'utilisateurs. Cela démontre, de façon chiffrée, que le message n'était plus un simple écho régional. Il était devenu un phénomène global.
Examinons ensuite la perception diplomatique. Un rapport interne de la CEDEAO, daté de 2 jours après l'incident, indiquait une augmentation de 26% des requêtes médiatiques liées au leadership souverain africain. En clair, l'acte de Traoré avait ravivé un débat latent, celui du droit moral des États africains à dénoncer les dérives d'autres régions du monde. Le ratio d'articles positifs à négatifs atteignit 2,8 pour 1, un basculement inédit pour un chef d'État burkinabé. Examinons enfin l'impact intérieur. Au Burkina Faso, le taux d'adhésion à la politique de souveraineté nationale grimpa de 18% selon un sondage mené par l'Institut Sahel Vision. Les inscriptions au programme d'ingénierie civique augmentèrent de 34% en une semaine. Ces données, bien que modestes à l'échelle mondiale, traduisaient une réalité. L'éveil citoyen n'était plus une abstraction. Les chiffres, mis bout à bout, dessinaient une courbe claire. La parole d'un homme seul venait d'ébranler les équilibres d'une diplomatie silencieuse. Les experts en communication politique en furent les premiers surpris. En analysant la fréquence des mots « truth »,« apology »,« sovereignty », ils constatèrent que le ton du débat mondial avait changé. Et quand la vérité devient une donnée mesurable, elle cesse d'être une opinion. C'est ce basculement du symbole vers la statistique qui fit entrer l'affaire dans l'histoire contemporaine. Car rarement une idée, celle de dire non, aura généré autant de chiffres en si peu de temps. Pour comprendre la portée du geste d'Ibrahim Traoré, il faut confronter les deux visions en présence. D'un côté, les défenseurs de la souveraineté jamaïcaine affirmaient que nul chef d'État étranger ne peut venir humilier un gouvernement élu. Ils voyaient dans son discours une ingérence, une provocation inutile qui fragilise les équilibres diplomatiques. Ils invoquaient la règle d'or. Le respect mutuel prime sur la vérité brutale. De l'autre côté, ses partisans, issus d'Afrique, des Caraïbes, mais aussi d'Europe, rappelaient que la diplomatie n'est pas un refuge pour les mensonges d'État. Ils soulignaient qu'un dirigeant qui parle de corruption sans citer de nom ne viole aucune souveraineté. Il réveille seulement les consciences. Pour eux, la vérité, même dérangeante, est un acte de solidarité entre peuples. Les deux positions semblaient irréconciliables, et pourtant, un fait demeurait. La réaction populaire dépassait toute logique politique. En Jamaïque, les sondages révélèrent que 61% des citoyens considéraient ces propos justes mais mal placés. En Afrique, le taux d'approbation frôlait les 84%. Entre ces deux chiffres, un dialogue manquait, mais une idée qui traverse les frontières. Le courage n'a pas de passeport. Face à ses détracteurs, Traoré ne chercha pas à se défendre. Il laissa les faits parler, la mobilisation, la ferveur, le silence inquiet des chancelleries. Et quand une vérité tient sans porte-parole, c'est qu'elle appartient déjà à tout le monde. Cette confrontation d'arguments révéla une leçon universelle. Le respect sans vérité n'est qu'une façade. La vérité sans respect devient une arme. Mais ensemble, elles forment le socle fragile de toute dignité politique. La peur change de camp. C'est par cette phrase de 8 mots qu'Ibrahim Traoré ouvrit la seconde moitié du récit. Jusqu'ici, les puissants dictaient le ton. Les peuples subissaient. Mais désormais, les rues parlaient plus fort que les ambassades. En Jamaïque, les jeunes organisaient des veillées publiques sous la bannière « Truth has no apology ». À Ouagadougou, les étudiants gravaient cette même phrase sur les murs de l'université. Les images se répondaient d'un continent à l'autre, comme un miroir d'éveil collectif. Les chancelleries tentaient d'étouffer la portée du message, parlant d'un malentendu diplomatique. Mais chaque tentative de censure alimentait l'incendie. Les éditoriaux internationaux décrivaient désormais Traoré comme le président qui ne s'excuse pas, et derrière ce surnom, un symbole, celui d'une Afrique qui parle ses sans traducteurs. À ce moment précis,
L'histoire ne se déroulait plus seulement dans les salles du pouvoir. Elle appartenait aux rues, aux voix, aux visages, et plus rien ne pouvait la faire taire. Le séisme déclenché par Ibrahim Traoré eut 4 ondes distinctes, chacune mesurable, chacune révélatrice d'un basculement. Pour les nations, la Jamaïque vit son image de stabilité diplomatique fragilisée. Les chancelleries caraïbéennes durent réécrire leurs protocoles sur les interventions étrangères. En moins d'une semaine, 3 États de la région réaffirmèrent publiquement leur souveraineté face aux leçons extérieures. Mais, paradoxalement, le débat sur la transparence politique se fit plus ouvert que jamais. La dissonance devint apprentissage. Pour les dirigeants, le geste de Traoré força les capitales africaines à se repositionner. À Dakar, on évoqua la franchise panafricaine. À Accra, des conseillers parlèrent d'un effet domino de vérité. Même à Paris, certains diplomates reconnurent que l'ère du silence utile touche à sa fin. Ce n'était plus un incident, c'était un signal d'époque. Pour les citoyens, les réseaux sociaux se transformèrent en forums civiques. Les hashtags #TruthHasNoApology et #StandWithTraoré atteignirent ensemble plus de 40 millions de vues. Des collectifs d'étudiants, de journalistes, de travailleurs indépendants naquirent spontanément. Ce mouvement, loin d'être organisé, incarnait la preuve que la sincérité pouvait devenir un moteur collectif. Un mot revenait souvent, respect. Pour la région, au Sahel, le discours de Traoré fut perçu comme une continuité de la lutte contre la dépendance économique. Les gouvernements voisins utilisèrent cet élan pour promouvoir des réformes internes, audits publics, programmes civiques, dialogues intergouvernementaux. Le Burkina Faso gagna un capital symbolique nouveau, celui du franc-parler moral. Dans les analyses géopolitiques, cette posture se traduisit en influence. Une vérité dite au bon moment vaut parfois plus qu'un traité signé. En résonance, les médias notèrent que les flux de coopération régionale augmentèrent de 15% en 3 mois. Les observateurs parlaient d'une diplomatie du réveil. Elle ne reposait ni sur l'argent ni sur les armes, mais sur la confiance retrouvée. Et c'est peut-être cela, la conséquence la plus profonde. Le courage d'un seul homme avait réintroduit la notion d'honneur dans la grammaire politique. Les 6 à 12 prochains mois dessineront 3 trajectoires possibles pour le sillage d'Ibrahim Traoré et la Jamaïque. Voici le scénario de base. Les tensions s'apaisent, mais les traces demeurent. Les 2 gouvernements maintiennent une distance prudente, tandis que la société civile jamaïcaine poursuit ses revendications internes. Les diplomates ouvrent des canaux discrets de médiation. Les relations bilatérales reprennent lentement, à la faveur d'un échange culturel ou d'un sommet régional. Ce scénario n'efface pas le choc, il l'absorbe. Voici le scénario optimiste. Le moment devient un précédent vertueux. Sous la pression de leurs citoyens, plusieurs nations du Sud révisent leurs normes de transparence. Les jeunes leaders caribéens et africains reprennent le message de Traoré comme manifeste commun. Truth before protocol. Des coopérations émergent dans les domaines éducatifs et médiatiques. La confrontation se mue en dialogue continental. La Jamaïque transforme une crise en miroir et le Burkina Faso gagne une stature morale inattendue. Voici le scénario critique. La fierté prend le dessus. Un mot de trop, une déclaration mal interprétée et les alliances se crispent. Les échanges diplomatiques se figent, les aides suspendues, les opinions publiques radicalisées. Dans ce climat, chaque mot de Traoré devient munition pour les extrêmes. Les uns l'érigent en héros, les autres en perturbateur. Le risque, que le symbole soit dévoré par la polémique. Entre ces 3 voies, une constante. La parole ne se reprendra pas. Quand une vérité franchit la frontière, elle ne revient plus en arrière. La seule variable désormais, c'est le courage collectif à l'écouter sans se fermer. Et si le monde veut tirer une leçon, elle tiendrait en une phrase. Une diplomatie du silence n'a jamais produit de paix durable. Sous la surface géopolitique,
L'histoire d'Ibrahim Traoré touche à quelque chose de plus intime. La voix des peuples oubliés. Dans chaque capitale, des jeunes se sont reconnus dans sa défiance tranquille. Ils n'ont pas vu un président africain parlant de corruption à l'étranger. Ils ont vu un homme brisant le tabou du mensonge ordinaire. En Jamaïque, des enseignants ont repris son discours pour débattre de citoyenneté. À Ouagadougou, des mères ont raconté à leurs enfants qu'un dirigeant avait osé dire non, sans haine, sans peur. Des musiciens ont composé des morceaux mêlant créole et mouré pour célébrer la vérité nue. Ce mouvement ne se réduit plus à une querelle d'honneur. C'est une pédagogie civique. Quand une parole traverse les frontières, elle redonne sens à l'idée même de peuple. Les 48 heures imposées par Kingston sont devenues, paradoxalement, le délai d'un réveil mondial. Pour le spectateur, l'enjeu dépasse la diplomatie. Il pose une question à chacun. Jusqu'où irions-nous pour défendre ce que nous croyons juste ? L'histoire d'Ibrahim Traoré rappelle que la vérité n'a pas besoin de décor pour bouleverser, seulement de courage pour être dite. Vous, qui regardez cette vidéo, que feriez-vous si votre propre vérité dérangeait les puissants ? À ce stade, l'enjeu dépasse la controverse. Il faut transformer l'élan en structure. Le parcours esquissé par Ibrahim Traoré suggère 3 leviers d'action concrets, applicables de Kingston à Ouagadougou. Voici le premier levier, transparence systémique. Les gouvernements doivent publier les flux budgétaires en accès libre, auditables par la presse et les citoyens. Chaque dépense publique pourrait être tracée via une plateforme numérique, testée sur 6 mois, évaluée par un organisme indépendant. Voici le deuxième levier, éducation civique permanente. Au-delà des slogans, il s'agit d'enseigner le lien entre vérité publique et dignité nationale. Des modules de responsabilité démocratique dans les lycées et les universités renforceraient la conscience collective. Car la vérité n'a d'effet que si la société sait la reconnaître. Voici le troisième levier, diplomatie du respect. Repenser les forums internationaux non comme des tribunes hiérarchiques, mais comme des espaces de co-redevabilité. Dans cette optique, le Burkina Faso pourrait initier une charte du parler franc entre États du Sud, invitant à la critique sans hostilité. Si ces 3 pas sont menés d'ici 12 mois, le choc diplomatique deviendra laboratoire politique. Et la phrase de Traoré, « La vérité ne plie pas devant les délais », cessera d'être un défi pour devenir une méthode. La tempête a commencé avec un micro et une phrase. Mais derrière les projecteurs, c'est une idée ancienne qu'Ibrahim Traoré a réveillée. La vérité n'appartient à personne, elle se partage. Souvenez-vous du visage de cette femme jamaïcaine disant « Je ne connais pas cet homme d'Afrique, mais je sais qu'il dit vrai ». C'est elle, en réalité, le fil rouge de cette histoire. Elle relie 2 continents, 2 peuples, et un même épuisement face aux mensonges politiques. Traoré n'a pas offert un modèle, il a offert un miroir. Et dans ce miroir, beaucoup se sont découverts debout pour la première fois. Les murs du Parlement peuvent se reconstruire, les alliances se renégocier, mais un peuple qui a entendu la vérité ne revient jamais au silence. La vérité, une fois prononcée, devient souvenir collectif. Et parfois, c'est ce souvenir-là qui fonde les révolutions paisibles. Ce récit n'est pas un conte héroïque, mais un rappel. La parole peut encore déplacer les lignes. Ibrahim Traoré l'a prouvé sans armée, sans menace, simplement avec une conviction nue. Si cette histoire vous a interpellé, partagez-la. Non pas pour glorifier un homme, mais pour entretenir un débat que trop d'États voudraient étouffer. Chaque fois qu'une vérité circule, un mensonge recule. Rejoignez la discussion dans les commentaires. Que retenez-vous de ce face-à-face entre vérité et pouvoir ? Pensez-vous que d'autres dirigeants oseront eux aussi parler sans calcul ? Abonnez-vous si vous souhaitez suivre la suite des Burkina Faso News et d'autres moments où les mots du CME deviennent actes. Parce que les ultimatums s'effacent, mais les consciences éveillées, elles, ne se rendorment jamais.